Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Lecture Critique. Aujourd'hui bilan lecture numéro 2. Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Lecture Critique. Aujourd'hui bilan lecture numéro 2 de la chaîne. Bon, il y a eu un peu plus d'écart que ce que je croyais à la base. Parce que ma vie quoi. Donc aujourd'hui on va parler de Dark Vador, l'Omnibus. Petit coup de cœur, j'ai bien envie de vous en parler. Puisqu'il faut des hommes, une BD sur l'après-guerre d'Algérie, comment retrouver sa vie normale. A Vicious Circle, un comics particulièrement bien dessiné, une putain d'œuvre d'art. Night Eaters, un comics horrifique, dessiné et scénarisé par une chinoise et dessiné par une japonaise. Et Double, un manga sur l'amitié et l'amour entre deux hommes et qui a, on va dire, en fond l'acting. C'est y part les amis. Alors je vais commencer par Double de Ayako Noda chez Lézard Noir. Alors ouais, en ce moment je suis un petit peu dans Lézard Noir. On est à 11 €. Bon, comme d'habitude avec Lézard Noir, c'est un petit peu cher. Alors on est sur un manga un petit peu slice of life entre deux hommes. Il y a une histoire un petit peu d'amour, mais clairement qui se développe pas vraiment dans le tome 1. Deux hommes qui ont l'ambition de devenir acteurs, et en tout cas devenir des stars même. Et clairement, il y en a un qui va mettre plus sa carrière de côté pour pouvoir élever l'autre. C'est donc lui qui va se décider à élever l'autre. L'autre qui est un petit peu plus caractériel, un petit peu plus star justement. C'est un manga, du coup moi qui aime le cinéma, qui aime les mangas, je me suis dit ah bah top, je vais essayer. C'est un manga très slice of life, très tranche de vie. Sauf que j'ai un petit problème, c'est que la partie tranche de vie est pas folle. Elle est pas folle, elle est un petit peu, disons les mots, un petit peu emmerdante pour l'instant. Mais par contre, je suis un peu troublé parce que il y a des parties acting, il y a des parties qui se passent sur des plateaux de tournage qui, elles, sont hyper intéressantes, je trouve, et très bien faites, très bien amenées. On a ce personnage, par exemple, qui se retrouve sur un plateau de trucs un peu série B, un peu moyen, et il essaye d'apporter sa patte, de prouver au réalisateur que ce qu'il fait c'est pas bon, etc. Et tous ces passages-là m'ont vraiment passionné. Donc je suis passé de petits passages qui m'ont passionné à des passages où on retournait un peu dans Slice of Life où ah merde. Parce qu'à la base, j'avoue, j'attendais peut-être un peu une histoire d'amour un peu subtile entre les deux de ça, et dans ce tome 1, rien n'est développé. Donc je sais pas si je vais essayer le tome 2. Pour l'instant, je suis un petit peu vraiment le cul entre deux chaises. Parce que finalement, au fait, donc on suit ce personnage, plus, je trouve, qui du coup se met totalement de côté car il découvre que son colocataire a un vrai don exceptionnel. Enfin, il estime qu'il a un don bien plus haut que le sien et du coup, il va se mettre totalement au rabais pour l'élever lui. Et c'est un peu gênant parce que tu suis du coup le personnage qui se met un petit peu au rabais et toutes les parties de sa soft life au fait elles m'ont pas emballé quoi. Après les dessins, on est vraiment sur du classique quoi, on est sur quelque chose de très simple. Il y a un chara-design un peu spécifique qui au moins a la qualité d'avoir sa patte à lui, ses pattes. J'ai pas faim pourtant. Vous voyez, on a quand même un chara-design, je trouve qu'on retrouve pas forcément partout, mais c'est pas non plus exceptionnel. Il y a beaucoup de fonds vides, mine de rien. Moi j'aime bien quand il y a du détail. Malheureusement dans les mangas c'est peu souvent le cas. Normal, hein, les gars ils doivent rusher. Mais voilà, au niveau dessin, je trouve qu'on n'est pas à plaindre. Donc pour moi, on est genre sur un 13/20, mais ça pourrait se lancer. Il y a déjà 4 tomes de sortie. Je sais pas on est à combien de tomes au Japon, mais voilà, 4 tomes de sortie. Peut-être que je vais lui laisser sa chance sur le 2e tome. Mais voilà, on est genre sur un 13/20. Mais du coup, je le conseillerais aux gens qui aiment le cinéma, parce que du coup, vraiment, les parties cinéma sont vraiment cool. Et si dans le futur, il y a un peu plus de choses qui se passent au cinéma, si le gars arrive à percer et automatiquement qu'on traite un petit peu la célébrité de ça, ça peut être très cool. Alors là, vous l'avez vu, dernièrement, j'ai lu un peu plus de comics et de BD. Vous inquiétez pas, prochaine vidéo, elle sera exclusivement sur du manga. Je n'en dis pas plus. On va parler de Star Wars Dark Vador, l'Omnibus. Alors là on est à 70 €. Partez pas, j'ai déjà parlé d'Omnibus plusieurs fois sur cette chaîne.
Ça peut paraître très cher, mais on est à beaucoup de temps de lecture. On est sur du papier glacé sur toute l'œuvre. Alors là, j'ai peut-être la ring light qui éclaire. On est sur du papier glacé, tout en couleur. On est là sur du 500-600 pages largement. On est peut-être même sur du 700 pages. Bien sûr, ils n'ont pas numéroté les pages, comme toujours. Donc bon, voilà. Ce qui explique aussi le prix. Putain, j'adore l'odeur. Pour éviter de bousiller mon omnibus pendant que je vous parle, je vais enlever la jaquette. Ça évitera les problèmes. Donc, ça parle de quoi? C'est tout simplement un must-have pour tous les fans Star Wars. Quand c'était sorti en épisode en 2015, j'avais commencé un peu, j'avais trouvé ça sympa, mais sans m'emballer de fou, parce que du coup je lisais ça une fois tous les mois et c'est pas pareil. Là j'ai pu me prendre ça, me lire ça, tout me bouffer, et c'est juste assez exceptionnel quand t'aimes le personnage de Dark Vador, quand t'aimes Star Wars. On va tout simplement suivre Dark Vador juste après l'explosion, attention, spoiler, qui date de 1977, c'est pour ceux qui n'ont pas vu, c'est après l'explosion de l'étoile de la mort. Dark Vador donc est le seul survivant de l'attaque de l'étoile de la mort, et on le retrouve dans l'Empire contre-attaque en position de puissance absolue, ce qui n'est absolument pas logique. Quand tu réfléchis bien, c'est pas logique. T'es l'empereur, t'as ta meilleure arme qui a été détruite, t'as un seul survivant, tu le défonces. C'est normal, voilà. Et on arrive dans l'Empire contre-attaque, le mec, 2-3 ans plus tard, il est tout en haut de la hiérarchie, il y a quelque chose d'illogique. Et cet omnibus est là pour régler le problème et rendre tout ça logique. Puisqu'on va voir ce qui s'est passé. On va voir l'empereur qui au début va tout simplement rabaisser Dark Vador à un échelon plus bas que terre, lui donner des missions limite suicide. Et on va voir notre ami Darko qui va tout faire pour remonter les échelons, il va y avoir beaucoup de manigances, beaucoup de jeux de chaises musicales, je sais pas si on peut dire ça. En tout cas, il va y avoir du meurtre, de la manigance, de l'action, des guerres, et Dark Vador est juste traité de façon, je trouve moi, assez exceptionnelle dans ce run. Run, pour ceux qui ne savent pas, qui lisent pas le comics, ça veut dire qu'il y a un auteur, là en l'occurrence c'est Kieron Gillen, qui se met sur un personnage, donc là tout le long, et on appelle ça un run, donc c'est l'auteur, c'est tout ce qu'il a écrit sur Dark Vador. Et ce run je le trouve assez exceptionnel, et j'adore moi le traitement de Dark Vador, qui jusqu'au bout restera égal à lui-même, quoi. Et puis alors les dessins, c'est Salvador Larroca. Il y en a qui aiment pas, je comprends pas trop pourquoi, parce que moi je trouve ça assez dingue niveau dessin, je trouve ça sublime. Vraiment, ça a été une claque tout du long. Et alors là, c'est vraiment... de toute façon, j'ai pas beaucoup plus à vous dire. Hein. Si vous aimez Star Wars, mais foncez, c'est vraiment un must-have. Là, on a Star Wars abattu, c'est un autre dessinateur. Je me rappelle plus de son nom, mais regardez, juste chef-d'œuvre absolu. J'adore. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, sauf que pour moi c'est un 18 sur 20, ça a été une lecture assez exceptionnelle, et là on est sur du 6 heures au moins 6 heures de lecture, hein. Largement un truc dans le genre, vous n'allez pas le lire en une soirée celui-ci, je vous l'assure. Alors on se retrouve avec Puisqu'il faut des hommes de Pelaez au scénario et El Pinel au dessin. Alors là on a un duo d'auteurs quand même d'assez haut niveau, on est à l'éditeur Grand Angle. Je vous ai déjà parlé en fait de Pelaez et de Grand Angle dans la dernière vidéo. Hop, magie du montage, avec le gigot du dimanche, parce qu'on avait déjà Pelaez au scénario et c'était déjà chez Grand Angle. Pelaez, le mec sort une dizaine de BD par an, largement, et avec des styles de scénario totalement différents, parce que là on est sur le tranche de vie très sympathique, très léger, très mignon, bon film à la française, et là on est sur le drame. On est sur le drame et sur un truc beaucoup moins léger, et le gars s'en sort sur les deux, donc il est très bon. Et El Pinel au dessin a fait quelques petits chefs-d'œuvre. J'en parlerai un jour. Peut-être que je ferai un jour un zoom sur l'éditeur Grand Angle, parce que c'est pas mal. Alors, dans Puisqu'il faut des hommes, on va suivre Joseph qui revient de la guerre d'Algérie. On est dans les années 60. Et qui va devoir se heurter à la difficulté de la vie au retour de la guerre. Alors ça va être très dur de vous en parler sans vous spoiler, alors il faut que je réfléchisse.
Donc pour pas spoiler, en fait, quand il va revenir, il y a des grosses difficultés dans sa famille liées à son départ en Algérie, liées à son départ à la guerre. Il y a eu du drame, mais je veux pas vous spoiler parce que vraiment, c'est très bon. Ça, je peux vous spoiler. C'est très très bon, c'est très prenant. Et je vous la conseille vraiment. Et surtout, du coup, on traite de la guerre d'Algérie. Et ça c'est cool parce que c'est pas une guerre qu'on a... je pense que la France en a peut-être un petit peu honte, beaucoup honte de cette guerre. Je sais même pas pourquoi je mets des guillemets parce que c'est vrai, je pense. C'était une guerre clairement pour les richesses de l'Algérie, hein, pas pour une raison, pas pour d'autres raisons. Et il y a des mecs comme ça qui se sont engagés, qui ont été faire la guerre, d'autres qui y sont allés et qui n'ont pas vu une seule escarmouche, mais il y en a d'autres qui ont été marqués. Et quand ils sont revenus, ça n'a pas été forcément facile. Et pour lui, dans sa famille, il y a eu des drames, on le tient responsable, il va devoir se battre pour son honneur, tout simplement. Il y a aussi de l'histoire d'amour, il y a de l'histoire d'amitié, il y a de l'histoire de la fraternité. Et en fait, tout est là dans cette BD. Tout est là et c'est du tranche de vie d'après-guerre poussé à son paroxysme. C'est vraiment très très bon. J'ai beaucoup aimé. Les dessins, on est sur quelque chose, je trouve, El Pinel, il fait toujours un travail simple, mais je trouve vraiment efficace. En fait, il est vraiment capable, comme vous pouvez le voir par exemple ici, de passer les émotions dans le chara design. C'est vraiment bien foutu. Au niveau de la colorisation, tout ça, c'est correct, mais on n'est jamais sur quelque chose non plus d'extraordinaire. En fait, El Pinel, c'est jamais extraordinaire, mais c'est très efficace et surtout, ça fait passer les émotions. Et c'est ce qui est très important dans les BD sur lesquels il travaille, parce qu'il travaille quasiment que sur des BD comme ça où l'émotion est importante. Vous voyez, c'est propre, mais j'ai pas non plus envie de vous faire un arrêt sur l'image sur tous les dessins où on n'est pas sur quelque chose non plus de fou. Voilà. Vous l'avez compris, c'est pas fou, mais efficace. Donc pour moi, à niveau note, d'ailleurs, j'ai pas noté... Si, Double, je l'ai noté, bien sûr, et ça, Dark Vador, je vous ai dit que c'était genre un 18, donc j'ai tout noté, je raconte de la merde. Donc ça, on est sur un bon 17 sur 20 pour moi, puisqu'il faut des hommes. Je dirais un bon 16-17. C'était vraiment sympa, il y a eu de l'émotion. Et c'est le plus important quand tu lis ce genre de truc qui est quand même un drame. Ensuite, on a Vicious Circle. Alors ça, je vous en avais déjà parlé lors d'un achat manga d'il y a décembre, je crois. J'étais encore dans ma maison d'avant. Là, on est sur un comics, mais qui est vendu au format BD par Urban. Vous le savez, peut-être, le comics est quand même en difficulté niveau vente. Donc le comics... c'est les BD américaines, tout simplement, il n'y a pas à chercher. Hein. C'est les Américains, quand ils font de la BD, on appelle ça du comics. Quand un Français ou un Belge fait de la BD, on appelle ça du franco-belge. Voilà, tout simplement. Et quand c'est un Japonais, on appelle ça du manga. En fait, au bout d'un moment, des fois, on complique les trucs alors que c'est tout simple. Donc, Urban, qui d'habitude fait du comics dans un format beaucoup plus classique, que j'ai... J'ai volé à gauche, à droite pour rien, qui fait ça dans un format beaucoup plus classique pour essayer d'aller chercher en gros les lecteurs de BD à créer ce format, le grand format là, Urban. Si vous allez dans les rayons BD, vous allez peut-être les trouver genre au Fnac, au Cultura. Si vous allez dans des librairies plus, on va dire, plus petites, en général, ils ont quand même continué de les ranger dans les comics, parce qu'ils sont peut-être un peu plus connaisseurs. Donc ils ont créé ce format Urban que j'adore personnellement, qui a un prix, pour le coup, ceux-là sont un petit peu chers, mais bon, je peux le comprendre, vu la qualité des dessins. Je commence par les dessins, parce que sincèrement, c'est une dinguerie, je vous avais déjà montré ça, mais alors là, voilà. Donc là, je commence par le tome 2, c'est peut-être un peu trop spoilant. Je vais poser le tome 2. Et on va attaquer avec le tome 1. Alors, ça raconte quoi? On va suivre deux assassins, tout simplement, qui se font la guerre à travers le temps. C'est tout. Deux assassins qui essayent de se tuer à travers le temps. Il n'y a pas... Le scénario tient sur un post-it. Mais c'est bien amené, c'est viscéral, c'est tenu par un Libermero au dessin, qui est juste un dessinateur, comme vous pouvez le voir, exceptionnel. Et comme... ils essayent de se buter à travers le temps, ils vont avoir une technique pour passer d'une dimension à l'autre, d'une timeline à l'autre,
qui est bien trouvé. Je vais pas vous spoiler, et du coup ça laisse libre cours à Libermero pour montrer tout son talent. Donc là, quand on est dans le temps présent, on est en noir et blanc avec un style très réaliste. Comme vous pouvez le voir, le découpage il est monstrueux, il est complètement dingue. Et à partir du moment où par exemple on est dans une autre dimension, ça change. Et là vous voyez, on est sur un style totalement différent en couleur. C'est juste une dinguerie au niveau artistique. Et il y a carrément des pages où ils se font plaisir. Paf, là en une double page on passe sur 2 styles de dessin totalement différents parce qu'on est dans 2 timelines différentes. Et il y a carrément des pages où là, boum, on est sur des styles totalement différents. Bam, 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 bam. On a 8 styles de dessin totalement différents. Le mec prouve à tout le monde ce qu'il est capable de faire. Je vous montre pas trop pour pas trop vous spoiler. Et là on a encore un style différent, 2 styles différents. Le mec est juste incroyable. C'est un dessinateur de fou furieux, Libermero. Je pense que c'est le GOAT. À mon humble avis, je pense que c'est le GOAT du comics BD. Voilà, il y en a qui aiment pas parce que c'est trop réaliste. Moi je trouve ça incroyable. Donc il y a 2 tomes. 2 tomes de sortie pour l'instant. Alors ils se lisent très vite parce qu'il n'y a qu'une 50aine de pages et ils coûtent quand même genre 14 ou 15 euros. 15 euros pour une 50aine de pages, c'est assez cher, mais bon, au final, c'est le prix BD actuel. Et on est sur, je pense, aussi des pages qui, mine de rien, donc on est en papier glacé et on est sur des pages, pour imprimer ça, niveau couleur et tout, ça doit demander beaucoup plus d'encre, mine de rien, aux imprimeries et tout, que pour imprimer ça. Je pense que c'est clair et net, donc je comprends le prix un peu élevé. Et il reste un 3e tome qui sort en novembre ou décembre, donc en fin d'année. 3e tome et c'est terminé, donc je l'attends avec impatience. Je vais tout me refaire, ça va être un véritable plaisir. Là on est sur un 16-17. Je peux pas mettre beaucoup plus haut parce que niveau scénario ça reste très simple, très basique, mine de rien. Voilà, on est sur un gars, 2 gars qui vont se faire la peau à travers le temps, mais c'est bien amené, comme je vous ai dit, c'est viscéral, tu souffles pas, c'est tout le temps, t'es tout le temps dans l'action, et c'est magnifique en plus, voilà. Mais franchement, pareil, encore une fois, je vous le conseille fortement. Ensuite, pour le dernier, on se retrouve avec Night Eaters chez Delcourt. Alors là, on est à 25 €, si je dis pas de bêtises. On est sur une très jolie édition. Vraiment un truc, Delcourt fait un super taf, en qualité-prix c'est souvent très bon, parce que vous le voyez, hein, la couverture est sublime, on a un effet de brillance laqué un peu partout, on est sur du papier qui est d'une qualité, alors là vraiment assez exceptionnelle je trouve, vraiment très épais, très travaillé, les noirs sont intenses, franchement Delcourt en comics ça fait un super travail d'édition. Là-dessus, on peut rien leur rien redire, à part quelques petites erreurs quelquefois, mais voilà. Et on est sur un prix toujours très correct, qui va avec ce qu'il faut. Par exemple, j'ai acheté ça aussi, que j'ai pas encore lu, Poussière d'os. On est à 17,50, voilà, c'est moins épais, on est à 17,50, pareil, hein, rien à dire au niveau du prix, il y en a qui auraient mis ça à 20, 21 €, pas à 17,50. Donc c'est écrit par Marjorie Liu, qui est américaine, originaire de Chine, et Sana Takeda, américaine aussi, si je dis pas de bêtises, et bien sûr originaire du Japon. Toute la culture asiatique se ressent à fond dans leur œuvre, et j'ai beaucoup aimé ça, parce que du coup tu as un vrai mélange entre le comics et le manga, je trouve, sincèrement. Ça se retrouve peut-être même dans le style du scénario et dans le dessin. Je trouve que surtout dans l'ambiance, dans le dessin, ça se retrouve. C'est vrai que t'as un peu un mélange des deux. Après, déjà tout bête, hein, les personnages sont asiatiques, mais même dans le trait et tout. Dans cette faculté à faire les personnages qui sont en fond sans visage aussi, par exemple. Non, ça c'est un manque de détails, ça c'est quand le dessinateur a pas envie de se faire chier. C'est un dessin très crayonneux, avec des couleurs un peu, pas pastel, mais un petit peu fade. Mais j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage de ces dessins. On est sur une histoire un peu horrifique, avec des enfants qui sont complètement perdus comparé au comportement de leurs parents envers une maison qui est en face de chez eux.
cette maison-là, je sais pas si vous la voyez bien avec les lumières, on a une maison très poisseuse, crasseuse, avec des lianes qui poussent de partout, une mère qui franchement, on n'a pas envie de lui faire un gros câlin, et qui cache des secrets bien spécifiques, et bon, bah, clairement, le but du récit, c'est de suivre ces enfants qui sont très sympathiques. Moi, j'ai accroché. Je connais d'autres personnes qui ont lu et qui n'ont pas forcément accroché au personnage. Moi j'ai totalement accroché, donc là c'est vraiment les goûts et les couleurs, hein. Voilà, le fils est un peu idiot comme souvent les mecs, hein. Le fils est un peu idiot, la fille un peu plus terre à terre, le père est complètement absent, on sait pas ce qu'il fout là le père. Voilà. Après on va apprendre peut-être un peu plus pourquoi, parce que c'est prévu dans une trilogie, donc mais ce tome 1 se tient plutôt correctement à lui seul, et clairement le but de ce tome 1 est d'apprendre quels sont les secrets de la mère, qui est très bizarre, et qui va forcer ses enfants à rester dans cette maison qui paraît hantée. Il y a vraiment, vous voyez, hein, on la voit dans la maison, là, avec des poupées qui sont très bizarres, qui bougent toutes seules, et donc le but est clairement d'apprendre qu'est-ce qu'elle est. Alors moi j'ai beaucoup apprécié ce récit, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance, j'ai vraiment trouvé ça sympa. Après, la question c'est vraiment, arrivé à la fin, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire au tome 2-3 maintenant? Bon, je pense que Marjorie Liu sait ce qu'elle a en tête. Je pense que je serai là au tome 2, mais voilà, il va être hyper important pour savoir est-ce que je continue ou pas, voilà, parce que j'ai aimé, j'ai apprécié, j'ai bien aimé l'ambiance. Mais c'est pas non plus la dinguerie intersidérale, c'est pas non plus le truc avec un scénario exceptionnel, parce que pour l'instant, il y a un peu une patte un peu des fois de Junji Ito où tu te dis je sais pas trop ce qui se passe, il y a des secrets il y a des choses qui sont étranges, qui fonctionnent sur le coup, parce que marche au niveau ambiance, mais on te donnera pas de réponse sur pourquoi elles sont étranges. Tout con, hein, je vous ai montré les poupées qui bougent toutes seules, oubliez, on va pas vous reparler de ces poupées là, alors peut-être dans le 2, dans le 3 on t'en reparlera. J'y crois pas trop, sincèrement, ce genre de truc un peu horrifique comme ça, souvent on aime bien laisser en suspens, sans réponse et tout. Pour l'instant, pour un tome, l'ambiance a bien marché, tout ça, et limite je m'en fous de pas avoir de réponse. Après, si tu me refais les mêmes choses sur le tome 2, sur le tome 3, tu risques de m'emmerder au bout d'un moment. C'est ce qui s'était passé avec Junji Ito pour moi, où sur un tome, les histoires courtes, ça avait marché du tonnerre, et sur plein d'autres récits derrière, je m'étais dit, mais il se fout de ma gueule à force de pas me donner de réponse, tu vois. Enfin, et par exemple, Lovecraft, ça me fait pareil. Un récit, 2 récits, j'aime bien l'ambiance, tout ça, c'est voilà, et au bout de 4, 5 récits, vas-y, va te faire foutre à pas me donner des réponses à la fin, quoi. Après, ça, c'est les goûts et les couleurs. Il y a des gens qui sont tellement pris par ces ambiances-là, qui s'en foutent littéralement de pas avoir les réponses à la fin, et qui te disent même que c'est ce qu'il faut. C'est comme les films d'horreur où il faut pas qu'on te montre le méchant. Voilà, je suis d'accord que ça démystifie tout quand on te montre la bestiole qui tue les gens ou quoi. Donc voilà, on est sur, allez, un 14 sur 20, je dirais. Mais à voir ce qui sera fait par la suite. Donc voilà les amis, c'est fini pour ce bilan lecture numéro 2. Alors, il n'y avait pas beaucoup de mangas, je rappelle pour ceux qui sont là, parce que mine de rien, il y a pas mal de gens de l'univers du comics du coup qui sont arrivés sur ma chaîne, donc là vous allez être heureux, pas de soucis. Mais je rappelle pour ceux qui sont arrivés de l'univers du comics qu'à la base c'est une chaîne manga qui est en train d'évoluer à fond, où je veux parler de tout. Donc là, clairement, j'ai parlé que d'un seul manga, mais vous inquiétez pas, prochaine vidéo, je parle que de manga. Je vous dis pas elle sera sur quoi. Je vous dis pas elle sera sur quoi parce que ça m'évite d'avoir cette pression. On va dire que s'il y a un truc que finalement j'aime pas ou quoi, je peux le changer et tout. Donc je vous dis pas elle sera sur quoi. Voilà, mais ce sera une vidéo spéciale manga la prochaine. Gros bisous.